Bonsoir à tous et merci de suivre le 3e numéro de Dialogue citoyen. L'émission est organisée dans le cadre, vous le savez, de Présimètre, le suivi citoyen du programme du président Roch Marc-Christian Kaboré, initiative des organisations de la société civile, notamment la CODEL, Diaconia, WaterAid, en partenariat avec la radiodiffusion-télévision du Burkina. Ce mardi Toussaint, donc, le ministre de la Justice est notre invité face à vous. Bessoulé René Bagoro répondra aux questions sur les dossiers en cours, les réformes de la justice et la constitutionnalisation de l'accès à l'eau. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Gourou. Et bienvenue donc sur ce plateau. Pendant 1h25, je serai avec Aubin Guébré de la télévision BF1. Bonsoir, Aubin. Bonsoir, Simon. Alors, une émission donc, pas un entretien ou une interview classique entre journalistes et leurs invités. Ça s'appelle Dialogue citoyen. Ce sera un dialogue entre le ministre et les citoyens. Il revient aux citoyens de poser des questions et les journalistes assurent juste la modération. Pour cela, vous avez deux possibilités. Appelez au 25 31 83 53 ou postez vos questions sur la plateforme www.presimetre.bf. Alors donc, monsieur le ministre, on vous a déjà dit bonsoir, donc tout à l'heure. Tout de suite, on va aborder donc l'entretien, puisque nous aurons droit à une première partie au bien moi. Nous allons donc nous entretenir sur justement ces trois aspects. Et tout de suite, on a commémoré hier donc le deuxième anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31. Tout de suite, lorsqu'on regarde les images, on entend ici justice, vérité. Alors où en est-on? Pourquoi c'est finalement ce mois d'octobre que pour la première fois donc, on commence à ouvrir l'enquête sur cette question de l'insurrection? Merci de nous permettre de nous exprimer. Je voudrais remercier tous les initiateurs du dialogue citoyen, remercier les représentants des citoyens burkinabés qui sont présents et remercier également vos téléspectateurs qui certainement à travers les questions nous permettront de nous exprimer. Alors, pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on a commencé à parler de ces dossiers? Peut-être c'est parce que c'est maintenant que les citoyens ont commencé à entendre le langage qu'ils veulent entendre. Les dossiers de l'insurrection populaire ont toujours eu un intérêt pour et le gouvernement passé de la transition et le gouvernement actuel. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où l'insurrection se passait, les autorités judiciaires qui devaient prendre des mesures pour sauvegarder les preuves n'ont pas fait leur travail. Il a fallu attendre vers la fin de la transition qu'une commission d'enquête soit mise en place. Et c'est à l'issue des résultats de cette commission d'enquête, parce que le décret qui a mis en place la commission d'enquête a dû être revu lorsque nous sommes arrivés à la tête du département, parce qu'il fallait prendre en compte, auparavant ça prenait en compte que l'insurrection, il a fallu prendre en compte les victimes aussi du coup d'État. Donc nous avons relu le décret et c'est en ce moment que la commission a pu commencer son travail. Et c'est à l'issue donc des résultats de la commission d'enquête que les juges ont pu avoir des éléments pour continuer l'enquête. Vous savez, comme on le dit, le juge il est guidé par les faits. C'est vrai qu'on a des rumeurs, on a des dénonciations, mais jusqu'à ce que les résultats de la commission d'enquête indépendante soient entre les mains des juges, il n'avait pas d'éléments pour pouvoir orienter l'enquête. C'était des procédures qui étaient ouvertes contre X. C'est ce qui explique que ce n'est que pratiquement au mois de septembre, disons, début octobre, que des inculpations ont commencé à être faites. Donc, comme je l'ai dit, c'est du tout simplement... Les juges n'avaient pas la possibilité de mener eux-mêmes leur enquête parce qu'il y avait des témoins sur les gens qu'on tirait. Il y avait quand même des gens qui pouvaient apporter des informations à ces juges-là. Pourquoi? Non, vous savez, la difficulté, c'est que moi, j'ai fait plusieurs fois des conférences. J'ai dit que tous ceux qui avaient des témoignages à apporter au niveau de la justice pouvaient les amener. Personne ne s'est manifesté. Il faut souvent faire la différence entre les déclarations que les gens font, où ils tendent à dire qu'ils ont des faits, et la difficulté qu'on a à les recevoir devant un juge pour témoigner. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un fait des déclarations dans la presse ou dans une radio, dans une télé, que le juge doit s'en servir. Parce que pour le juge, il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence en matière de procédure. Donc, je le répète encore aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont des informations, qui peuvent approcher la justice, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir leur sécurité. Donc, je le répète, les juges ont commencé vraiment à avoir des pistes pour pouvoir orienter l'enquête qu'à l'issue donc des résultats de la commission d'enquête. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est la transition qui a retardé les choses? Non, je ne dis pas ça. Parce que les enquêtes, ce n'est pas du domaine de l'exécutif.
J'ai dit, je répète, que les autorités judiciaires qui étaient en fonction en ce moment, notamment le procureur général et le procureur du Faso, auraient dû, lorsque les faits étaient en train de se commettre, prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les preuves. Et qu'avec ça, on aurait pu... Alors, vous avez vu que, par exemple, lors du coup d'État, par exemple, le procureur général, parce qu'on venait de mettre un nouveau procureur général en place, il a lancé un appel et il a demandé à tous les procureurs de commencer à constater les infractions qui étaient en train de se commettre. Donc ce n'est pas la transition qui a retardé, au contraire, la transition a fait son travail. La preuve, c'est qu'il y a une commission d'enquête. Ah oui, le pouvoir judiciaire sur la transition qui n'a pas fait son travail. Alors, le timing, il est quand même étonnant. Hein. On était à quelques semaines déjà, le lendemain de l'insurrection, quand il y a eu cette sortie, effectivement, pour annoncer que les choses sont en train de bouger sur ce dossier-là. Du coup, on se demande si ce n'est pas calculé quelque peu pour des dividendes politiques. Non, ce n'est pas calculé. En tant qu'exécutif, nous avons l'obligation de communiquer. Je crois que le pouvoir judiciaire aussi est en train de se mettre dans cette donne. Il faut communiquer. Vous savez qu'à l'approche de l'an 2 de l'insurrection, la date anniversaire, il était normal quand même qu'on puisse dire aux citoyens ce qui s'est fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, contrairement aux autres pouvoirs, le pouvoir judiciaire ne peut pas, à chaque fois qu'un acte est posé, sortir en parler. Ne serait que pour les besoins, même souvent, d'avoir la discrétion nécessaire pour aboutir à certains résultats. Mais il était nécessaire quand même de faire l'état des lieux. Donc la communication qui a été faite, elle n'a aucunement pour but d'avoir des dividendes politiques. Du reste, ce n'est pas le pouvoir exécutif qui a communiqué, c'est le pouvoir judiciaire. Et ça, il faut qu'on accepte que la séparation du pouvoir aujourd'hui est une réalité et que l'exécutif met les moyens à la disposition du judiciaire pour travailler, mais il n'appartient pas à l'exécutif de pouvoir répondre aux questions sur les procédures en cours. Alors les procédures en cours, vous le dites si bien. Il y a aussi cette question du push. On a assisté depuis un certain temps à des libérations provisoires. Le public ne comprend pas toujours pourquoi des gens, si on prend par exemple le colonel, le commandant Bamba, qui a lu les communiqués à la télévision, on sait quand même qu'il a pris part activement à ce coup d'État et le lendemain on le retrouve libre sur la place publique. Le public se demande qu'est-ce qui se passe finalement. Est-ce que quelque part on n'est pas en train de faire un peu un jeu de chat et de la souris? Alors, je dois dire qu'en tant que ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, je comprends les inquiétudes des citoyens face à ces libérations qui se font, d'autant plus que c'est des gens qui ont mené des faits qu'ils reconnaissent pour la plupart. Mais ce qu'il faut aussi faire admettre, c'est que l'état de droit a ses exigences. Et le juge doit travailler dans ce cadre-là. Je ne voudrais pas justifier les libérations provisoires. Je ne voudrais pas aussi m'offusquer, parce que ce n'est pas le rôle de l'exécutif de commenter les décisions de justice. Mais ce que je voudrais dire, c'est que lorsque des faits sont reprochés à un citoyen, la détention provisoire est l'exception. Et le juge détient quelqu'un parce qu'il estime que sa détention est nécessaire pour pouvoir rassembler les éléments de preuve ou pour même sa propre sécurité. De la même manière, la liberté provisoire, qui est encadrée par le Code de procédure pénale, peut être donnée à certaines conditions, notamment que le juge estime que, au niveau où il est dans le traitement du dossier, la détention n'est plus nécessaire pour la manifestation de la vérité. Par exemple, si on laisse certaines personnes en liberté, elles peuvent soudoyer, ce qu'on appelle subordination de témoin. Voilà. Tout ça, ça peut amener le juge à détenir. Mais il peut y avoir aussi d'autres questions, comme des questions de santé extra qui peuvent rentrer en compte. Alors, au-delà de tout ça, le juge peut avoir fini d'auditionner quelqu'un et ne pas vouloir le mettre en liberté provisoire s'il estime que sa mise en liberté peut troubler l'ordre public. Donc, il y a une panoplie de raisons qui peut amener un juge à mettre quelqu'un en liberté. Il est clair que les questions juridiques seules ne peuvent pas justifier qu'on maintienne quelqu'un, enfin qu'on libère quelqu'un. Il faut tenir compte, et là je suis d'accord avec certaines récriminations, que les juges doivent tenir compte aussi du fait que certaines situations, certaines infractions, certains faits ont suffisamment inquiété les citoyens, ont suffisamment bouleversé l'ordre public, qu'il est peut-être bon que les libertés provisoires n'interviennent pas, même si des conditions juridiques sont réunies. Mais encore une fois, il ne s'agit pas pour moi de commenter les décisions dessus, mais il s'agit d'attirer l'attention aussi du pouvoir judiciaire que la justice n'est pas en vase clos. Nous sommes dans une république, le Faso, et que même pour que le juge puisse travailler
dans la quiétude, dans la paix, on a besoin d'avoir la stabilité. Et si la liberté de certaines personnes peuvent jouer sur la stabilité du pays, je crois que le juge doit en tenir compte. Vous dites, vous ne commentez pas les décisions de justice et pourtant on a vu des membres de l'exécutif se prononcer. D'abord le président, mais rien qu'hier, on a vu le ministre en charge de la sécurité se prononcer, s'étonner des libérations provisoires, par exemple. Alors je crois que pour parler du pouvoir judiciaire, c'est le ministre de la Justice qui est le porte-voix du gouvernement. Moi, en tant que ministre de la Justice, je vous dis que je ne peux pas commenter les décisions de justice parce que non seulement dans ma lettre de mission, ma mission est de faire en sorte que la justice travaille dans un cadre d'indépendance. J'espère que vous me donnez l'occasion de revenir sur les réformes que le chef de l'État entend faire. Et ensuite, parce que, en tant que technicien aussi du corps, il y a certaines réalités que j'ai. Mais je crois qu'un collègue ou un autre arrive à tenir des propos, il faut admettre, les remettre dans son contexte. Mais je vous dis... Mais est-ce qu'il n'y a pas pression quelque part? Parce que quand le président du Faso sort qu'il quand même s'offusque des libérations provisoires, ce n'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. Vous savez que la Constitution, en son article 131, la Constitution révisée, établit le chef de l'État comme garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est clair que lorsque vous devez garantir l'indépendance d'une structure, il faut que de temps en temps, vous attirez l'attention des uns et des autres. Attirez l'attention du pouvoir judiciaire sur la nécessité, par exemple, d'aller vite. Je crois que le chef de l'État, dans son discours, lors de la commémoration de l'an 2, a demandé, dans le respect de l'indépendance de la justice, à ce qu'il y ait accélération, mais il ne s'en prend pas au juge parce qu'il y a eu des libérations. Voilà. Donc ça, et je vais dire une chose, parce qu'on s'offuse souvent que les autorités interviennent, on dit que c'est une atteinte à l'indépendance de la justice, mais l'indépendance de la justice s'entend aussi de l'exclusion de toute pression, qu'elle soit du pouvoir politique ou des citoyens. Donc le fait souvent aussi que des citoyens veulent mettre la pression sur le pouvoir judiciaire est une atteinte à l'indépendance de la justice. Donc soit on veut laisser la justice travailler en toute indépendance et ni le gouvernement ni les citoyens ne font pression sur elle, ou alors on estime que, effectivement, et c'est ma vision des choses, et c'est pour ça que j'estime que la sortie du chef de l'État ou du ministre d'État ne doit pas être vue comme étant une atteinte à l'indépendance, qu'en réalité, on doit attirer l'attention, tout comme on attire l'attention du pouvoir exécutif que nous sommes, tout comme on attire l'attention du pouvoir législatif. C'est une façon de mettre la pression sur la justice. Moi, je ne parle pas de pression. Je pense que quand le chef de l'État, en tant que garant de l'indépendance de la justice, comment voulez-vous qu'il puisse garantir l'indépendance de la justice si de temps en temps, il n'attire pas l'attention des uns et des autres sur le fait que, sans aider de justice populaire, il faut quand même travailler à être en accord avec les populations. Donc il se mixe de temps en temps? Non, pas du tout, il n'y a pas d'immixtion. Je vous dis que la Constitution, dans son article 131, dit clairement que le chef de l'État est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Alors, vous le dites si bien, on va vous prendre justement au mot. Alors, on a assisté en avril dernier à des annulations de mandats d'arrêt, notamment à l'annulation du mandat d'un certain Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Entre-temps, on avait entendu le président dire qu'il allait gérer la question sur le plan diplomatique. La justice sort entre-temps aussi pour dire, à travers la chambre de contrôle, on émet donc un verdict le matin à 10h qui maintient le mandat. Le soir venu, un autre verdict qui annule le mandat. Est-ce que quelque part, on peut vraiment la main sur le cœur dire effectivement ici il n'y a pas pression? Je mets la main sur le cœur, je vous dis, il n'y a pas pression. Et durant cette question, il y a une enquête en cours. Il est bon d'attendre les résultats de l'enquête pour pouvoir se prononcer. La question, c'est effectivement, on parle d'indépendance de la justice, mais il y a à côté ces tribunaux, donc d'exceptions comme la justice militaire, par exemple. Est-ce qu'en ce moment, on peut parler véritablement d'indépendance de la justice? On a comme l'impression que les réformes, c'est à moitié, finalement. D'abord, il faut savoir que l'indépendance, ce n'est pas une question de test forcément, c'est une question de personnalité. On aurait beau avoir tous les meilleurs tests du monde, si ceux qui doivent appliquer ces tests ne sont pas indépendants, ça ne sert pas. Et en ce qui concerne la justice militaire, la réflexion peut être menée, et moi, dans ma lettre de mission que le Premier ministre m'a donnée, il y a la relecture des tests sur le tribunal militaire. Et la réflexion va être menée. Mais ce qu'on doit dire, c'est qu'aujourd'hui, le tribunal militaire n'a pas été mis en place par le régime actuel. Nous avons hérité de cette situation. Et donc, nous sommes dans la réflexion, avec bien sûr les spécialistes en son temps, certainement les avocats, les magistrats seront invités pour réfléchir, pour savoir s'il faut laisser
l'institution en l'état ou il faut la supprimer. Et s'il faut la laisser en l'état, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer? Je pense que ce n'est pas l'institution en elle-même qui pose problème. Peut-être ce sont les procédures, que ce n'est pas devant cette institution. Parce qu'à partir du moment où nous sommes dans un état de droit, toutes les juridictions doivent être respectées, ce qu'on appelle les droits de la défense, et travailler selon les règles standards. Alors, et pourquoi on ne pourrait pas faire, par exemple, comme en France, où tout le monde répond devant les tribunaux de droit commun, que vous soyez président, que vous soyez militaire, qui que vous soyez, que vous puissiez justement répondre devant les tribunaux de droit commun. Oui, je vous rappelle qu'en France aussi, ils sont passés par cette étape. Il y avait des tribunaux militaires là-bas qu'ils ont supprimés. Donc, je crois que je vous ai dit que moi, dans ma lettre d'émission que j'ai reçue, il y a là la réflexion que je dois mener sur le devenir du tribunal militaire. Donc, je crois que ce qu'il faut peut-être mettre en avant, c'est qu'est-ce que le régime actuel, le chef de l'État à travers son programme veut faire. Et dans ça, effectivement, voilà. Sinon, si on va faire les comparaisons... Selon vous, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire disparaître ce tribunal-là? Ou bien concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Vous savez, ce genre de questions, ce n'est pas des choses qu'un ministre de la Justice peut décréter. Si on pouvait le faire, on l'aurait fait. Il est nécessaire qu'on rassemble des spécialistes pour réfléchir sur la question. Et nous allons, lorsque nous aurons les résultats de la commission qu'on va mettre en place, nous allons aviser et en son temps, nous communiquerons là-dessus. Il y a aussi la Haute Cour de justice, hein, majoritairement composée aussi de parlementaires. Ça aussi, est-ce qu'on se demande finalement s'il peut y avoir des décisions assez sans véritablement, en toute objectivité dans cette Cour? Mais pourquoi vous voulez voir toujours dans les institutions le problème de leur composition? Parce que quand le politique domine, on suppose que quand je suis amené, par exemple, à juger un adversaire politique, forcément, on se demande. Moi, je vous dis que la question d'indépendance n'est pas une question de test. La réflexion peut être menée, s'il faut, dans tous les cas, je crois qu'il y a une conscience qui est en relecture. Le peuple burkinabé aujourd'hui, après l'insurrection, est devenu un peuple exigeant. Et il faut l'accepter. Et je crois que le gouvernement travaille dans ce sens. Moi, je vous parle de ce qui existe pour le moment. La Haute Cour de justice, sa composition, elle est prévue. Si effectivement il est nécessaire d'aller vers revoir revoir la composition, on va le faire. Mais ce que je peux vous dire également, c'est que toutes ces questions-là sont en réflexion. Il faut peut-être noter que nous sommes là, cela fait un peu plus de 10 mois. Et si vous me donnez l'occasion de revenir sur les réformes, vous allez voir qu'il y a des réformes qui sont déjà engagées, mais le temps n'est peut-être pas suffisant pour sentir le résultat. Alors, on n'a pas assez de temps, donc parlez-nous de ces réformes. Alors, pour parler de ces réformes, vous me permettrez, je vais aller rapidement, de rappeler que dans le programme du chef de l'État, bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice, la justice a un certain nombre de réformes qui doivent être faites. Et je vais les citer rapidement. Il s'agit d'appliquer les conclusions du pacte national pour le renouveau de la justice. Et dans ce cas, vous avez vu, nous avons poursuivi les réformes en adoptant les têtes d'application des différents statuts. Nous avons porté devant l'Assemblée nationale qui a été adoptée. Ce n'est pas ça seulement qu'il faut voir. Il y a eu d'autres éléments, si vous voulez, on reviendra là-dessus. C'est un tout. Ensuite, la Commission nationale pour les droits humains, la loi a été adoptée pour l'adapter aux standards internationaux. Également, le chef de l'État a demandé à ce que l'effectivité de l'indépendance de la justice soit une réalité. Aujourd'hui, il y a une déconnexion totale et nous avons, et ce n'est pas les salaires, c'est dans les décrets qui ont été adoptés, il y a des décrets qui ont été pris sur le fonctionnement du CSM et qui précisent ces conditions. Vous avez également la simplification des procédures devant les juridictions. Nous sommes en train de travailler dans ça parce que, en réalité, très souvent, on critique. C'est vrai que le juge peut avoir la volonté de travailler, mais certaines procédures l'obligent à ne pas peut-être aller vite. Donc, le chef de l'État a demandé dans son programme de le faire et nous sommes sur la réflexion parce que nous sommes en train de relire la plupart des textes, code pénal, code de procédure pénale, code civil et la loi portant organisation judiciaire. Également l'accès à la justice, qui est un axe fort du programme présidentiel. Nous sommes en train de travailler là-dessus, notamment le fonds d'assistance judiciaire, qui est une réalité aujourd'hui, est doté de 87 500 000 francs. Et si tout va bien, si l'Assemblée... Mais n'oubliez pas qu'il a fallu que nous arrivions pour rendre ça effectif. Et nous sommes arrivés, le budget était déjà voté, et donc il a fallu... Donc dans le budget de 2017, que le gouvernement actuel vraiment a préparé, nous avons prévu près de 150 millions pour l'assistance judiciaire. Donc ça va créer une accessibilité financière. Également, il faut multiplier le nombre de juridictions. Vous savez que les textes prévoient qu'on doit créer un tribunal de grande instance dans chaque chef-lieu de province. Aujourd'hui, nous avons 24 tribunaux de grande instance, donc il reste encore 21 juridictions à créer. Mais nous allons bientôt ouvrir le tribunal de grande instance de Koupéla, le 11 prochain. Et nous allons ouvrir également la cour d'appel de Fada.
Donc vous voyez que l'un dans l'autre, nous sommes en train de travailler dans ces jours. Et la dotation, par exemple, des ressources humaines et financières du ministère, également qui est dans le programme du chef de l'État, à partir de cette année jusqu'à 3 ans, nous allons recruter 100 magistrats par an, contre 30 auparavant. Et déjà le recrutement est en cours. Et en ce qui concerne les éléments de la sécurité pénitentiaire, vous savez que il faut, quand on recrute des magistrats, quand on crée des tribunaux, il faut ouvrir des maisons d'arrêt et de correction. Nous avons pu obtenir aussi du gouvernement de recruter 300 assistants de la garde de sécurité pénitentiaire à compter de cette année jusqu'à 3 ans. Et le recrutement est en cours. Ensuite, il y a l'intensification de la lutte contre la corruption. Et vous avez vu que lorsque nous sommes arrivés, nous avons déjà pris les 3 décrets d'application relatifs à la loi portant prévention et répression de la corruption. Et l'un dans l'autre, nous sommes en train de travailler à ce que le programme présidentiel qui vise le renforcement de l'indépendance de la vie soit une réalité. Mais encore une fois, je le dis, nous sommes là, cela fait 10 ans, 10 mois, pardon, nous avons entrepris des réformes. Vous avez l'intention de faire 10 ans? Oh non, 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 je ne vais pas m'éterniser. Et dans tous les cas, c'est un lapsus qui ne traduit pas ce qui vient de mon cœur. Alors, donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont en train d'être faites. Et les infrastructures, vous parlez du recrutement du GSP, mais il y a aussi des prisons qui sont sur. Oui, ce que je vous dis, par exemple, à Coupéla, quand on ouvre un tribunal de grande instance, c'est en même temps une maison d'arrêt et de correction. Donc, par exemple, à Coupéla, le 11, c'est le tribunal de grande instance qui sera ouvert, mais également la maison d'arrêt et de correction. Et nous sommes en train de prévoir pour le tribunal de grande instance de Pau et la maison d'arrêt et de correction de Pau. Et donc, nous avons ici créé une cour administrative d'appel. Donc, l'un dans l'autre, nous sommes en train de travailler à prendre des réformes qui vont nous permettre de rendre la justice plus efficace. Et il y a quand même qu'aujourd'hui, les conditions de détention, ce soir, on a lu un cri d'alarme sur l'ancien Premier ministre Luc Ador-Tiao qui serait dans des conditions d'humiliation pas possibles. Non, non, donc je pense qu'il faut qu'on sache une chose. Tous les Burkinabés sont égaux devant la loi. La loi prévoit des quartiers. La loi prévoit des quartiers et le Premier ministre est dans un des quartiers. Vous savez, nous avons, pour le cas du Premier ministre, que je respecte, nous l'avons mis dans les meilleures des conditions que la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou puisse avoir. Et nous sommes en train de travailler sur ces conditions. Et je crois que ça doit interpeller peut-être les gouvernants de la nécessité d'augmenter le budget du ministère de la Justice pour améliorer les conditions de détention. Sinon, les conditions auxquelles le Premier ministre a droit actuel sont les meilleures conditions possibles de la maison d'arrêt et de correction. Et vous pouvez y aller et vous allez regarder. Donc il n'y a pas de traitement humiliant. Alors l'accès au service judiciaire, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il n'y a que pour l'opinion publique. Lorsque vous allez au tribunal pour chercher votre casier judiciaire ou pour chercher votre certificat de nationalité, il y a tellement de lourdeur par moment que vous êtes obligé de déposer un ou des cailloux sur votre dossier. Oui, c'est-à-dire comme vous ne m'avez pas laissé terminer, tout ça fait partie effectivement de l'accessibilité, ce qu'on appelle l'accessibilité psychologique. Voilà, il faudrait effectivement, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, les margouillards qui sont dans les palais, etc. Mais dans l'optique de remédier à ces questions, des mesures sont en train d'être prises. Alors déjà, nous avons construit un bureau d'accueil au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou, et celui de Goudgou va être ouvert. Et dans tous les tribunaux de grande instance, nous allons construire des bureaux d'accueil qui seront une sorte de guichet unique où les citoyens auront à déposer leurs actes et à venir les recueillir, de sorte qu'ils n'auront aucun contact avec ces personnes-là qui sont en train de tourner autour des palais de justice. Mais là également, c'est vrai que nous allons... qui vont collecter pour aller déposer. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'est au niveau du bureau d'accueil, ce sont les personnes, puisqu'il y a des fiches à remplir. Maintenant, il faut aussi interpeller les citoyens qui doivent aussi faire l'effort de s'adresser aux structures compétentes. Mais j'ai dit, le bureau d'accueil de Ouagadougou est ouvert et c'est le seul lieu habilité à recevoir des demandes des citoyens, notamment en ce qui concerne les casiers judiciaires, les certificats de nationalité, et même pour avoir des renseignements. Et ensuite, je crois que quand les gens vont au palais, par exemple le palais de justice de Ouagadougou, il y a la maison de l'avocat, où les gens peuvent chercher à avoir un avocat pour avoir les informations. En dehors des magistrats, des greffiers et des avocats, je pense que quelqu'un d'autre n'est pas habilité à donner des renseignements sur la justice. La question de la corruption, vous en parlez. L'actualité nous enseigne, hein, des juges qui seraient mouillés dans des dossiers, par exemple. Qu'est-ce qu'on fera à ce niveau, effectivement, pour faire en sorte... Non, la volonté est ferme. Hein. Je l'ai dit, le chef de l'État l'a dit dans son programme, nous allons l'appliquer. La lutte contre la corruption sera un de nos actes principaux. Là également, si vous avez suivi l'actualité, nous avons redynamisé l'inspection des services. On a essayé de renouveler, parce que nous avons estimé que les personnes qui étaient à la tête ne donnaient pas satisfaction.
Et au juge aujourd'hui, nous avons fait le tas de tous les dossiers. Certains dossiers ont déjà été transmis au conseil de discipline, d'autres le seront au fur et à mesure de leur gestion. Ensuite, vous avez certainement lu dans la presse qu'il y a des magistrats, il y a eu des plaintes contre des magistrats. Lorsqu'il y a une plainte contre un magistrat, il y a une procédure spéciale. C'est pour ça peut-être que ce n'est pas allé vite. Au jour d'aujourd'hui, les 7 magistrats contre qui il y a des présomptions de corruption sur environ 77 millions, les dossiers se trouvent au niveau de la chambre criminelle, de la Cour de cassation. Une première audience a été tenue parce que quand il s'agit de magistrats, il faut que ce soit la Cour de cassation qui désigne voilà, la juridiction qui va statuer. Donc, il y a un rapporteur qui a été désigné, qui va faire son travail, et à l'issue de son travail, la Cour de cassation va décider de désigner un juge pour instruire leur dossier. Donc, ce n'est pas un dossier qui dort, c'est un dossier qui suit son cours normalement. C'est vrai que les gens n'aiment pas tant ça, mais c'est une réalité, et donc il n'y a pas d'impunité. C'est la meilleure expression pour contourner les questions. Non, vous pouvez vérifier, c'est-à-dire que tous les dossiers que nous avons trouvés en instant, soit sont devant le conseil de discipline, soit là où il y a eu des plaintes, parce qu'à partir du moment où il y a des plaintes, le conseil de discipline est obligé d'attendre que le juge rende sa décision. Comme on le dit, à partir du moment où il y a une procédure pénale qui est là, on est obligé d'attendre. Donc, tous ces dossiers, vous pouvez vérifier, il n'y a aucun dossier qui va être bloqué ou qui dort. Ils sont soit au niveau du conseil de discipline, soit au niveau de la Cour de cassation. En tout cas, on a compris, la procédure suit son cours. La dernière question, justement, avant de passer... suit son cours dans le sens noble du terme, parce que je vous ai dit, les procédures sont soit devant le conseil de discipline, soit devant la Cour de cassation. Alors, avant de passer la parole au public et aux téléspectateurs, la question de l'eau. En 2010, le Burkina a ratifié un test aux Nations Unies qui qui fait de l'accès à l'eau potable au Burkina un droit pour les citoyens. Entre-temps, avec le Conseil national de transition, on avait réussi à l'inscrire dans notre constitution. Aujourd'hui, on parle de réécriture justement d'une nouvelle constitution. Est-ce que, au niveau du ministère de la Justice, vous êtes justement sur ce dossier pour que justement cet accès à l'eau potable puisse être inscrit au niveau donc, de la nouvelle constitution? Alors, il faut dire que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ce sont des recommandations qui ont toujours été faites lorsque nous allons devant, en tant que ministère chargé des droits de l'homme, devant les instances onusiennes. Et est-ce que nous travaillons à ce que ça soit constitutionnalisé? Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, le travail qui est en train d'être fait pour la Commission, le gouvernement, pour le moment, n'est pas parti. Nous attendons de voir ce que le peuple burkinabé va proposer. Et je pense qu'il appartient peut-être à certaines structures qui défendent cette question de pouvoir approcher cette commission constitutionnelle pour que cette idée puisse être inscrite. Parce que la réécriture, enfin le passage à la 5e République, la nouvelle constitution, le gouvernement n'a pas une main mise là-dessus. Ce n'est pas le gouvernement qui dit ce qu'il faut faire. Le gouvernement attend que cette commission qui est mise en place fasse une proposition et que cette proposition sera soumise au peuple. Et c'est ce que le peuple aura décidé qui va être appliqué. Mais en tant que ministre chargé des droits humains, je suis tout à fait favorable à la constitutionnalisation de l'eau. Et si j'ai la possibilité de faire quoi que ce soit, je le ferai. Alors donc, Aubin, je crois